Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Phocéen pour une nouvelle émission de l'OM au café. On est ensemble, on est bien, je suis content de vous retrouver dans cette semaine qui nous emmène à ce choc contre l'AS Monaco, le 3e contre le 2e. Ça va être un beau match, on l'espère, dimanche au Stade Vélodrome. On espère que l'OM aura trouvé les clés dans ce stage qu'ils sont en train de faire du côté de Malmort, à 1 heure de Marseille. Voilà, une mise au vert, une semaine de stage, on va dire, de cohésion. Quelques petites infos à vous donner sur ce stage. Ils sont partis à 20 joueurs dans ce stage. Les blessés ne sont pas de la partie et j'ai pas l'identité des joueurs, mais 20 joueurs c'est peu, donc je me demande si Brassy en est par exemple. Voilà, puisqu'on prend le groupe de la semaine dernière du déplacement à Lens, ils étaient 21. Donc est-ce que par exemple ce serait le même groupe avec peut-être le 3e gardien en moins? Voilà, des questions que je me pose. Non, on parlera pas de Luis Enrique aujourd'hui, les amis, ou très peu. Si vous voulez réécouter, c'était dans l'émission d'hier. Voilà. Qu'est-ce que je pense de ce stage, me demande Charlie, et de l'effet que ça peut avoir sur la cohésion de groupe. Je pense que toutes les idées sont bonnes à prendre. En tout cas, on ne pourra pas dire que De Zerbi ne fait rien pour essayer d'enrayer cette mauvaise dynamique au Vélodrome. Déjà, il a relancé certains joueurs, notamment évidemment Valentin Rongier. Donc en relançant Rongier, il se donne une carte de plus pour peut-être maîtriser un peu plus les événements au Stade Vélodrome. Donc je pense que Rongier sera titulaire du prochain match contre Monaco. Maintenant qu'on a dit ça, il a donc aussi essayé d'utiliser un ressort psychologique, en plus du ressort d'identité des joueurs, puisqu'il a relancé Rongier, je le disais, mais il a aussi donc voulu ce stage pour ressouder peut-être l'équipe, pour faire passer un peu mieux ses messages, pour qu'il y ait de la vie de groupe. Donc c'est très intéressant ce qui se passe à l'OM. Et puis non, mais je n'ai pas l'identité parisienne, je disais juste, il y a 20 joueurs, ça je suis sûr du nombre. On a un peu enquêté, voilà, donc il y a 20 joueurs partis en stage, j'ai pas les noms, donc voilà, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, donc voilà, tu vois, là je peux pas inventer un truc. Après, est-ce qu'il a pris Brassier, il a pas pris le jeune défenseur qu'il avait pris la dernière fois? Je suis en train Ming Baeng là, je crois son nom, je sais plus son prénom, m'excusera évidemment de cette erreur, puisque je me souviens plus son prénom, Amim Baeng, mais voilà, ils sont à Malmort, oui, jusqu'à vendredi, et conférence de presse samedi d'ailleurs, entre midi et 2, voilà pour info. Est-ce que Rongier capitaine, ça ne soulagerait pas Balerdi? Écoute, Kourskinou, moi je suis pas dans cet état d'esprit. Pour moi, Balerdi fait un excellent match à Lens, mais vraiment excellent. J'ai pas pu le dire dans la 3e mi-temps parce que on est un peu pris par le temps, on doit parler un peu de tous les sujets, mais Balerdi pour moi il a une qualité qu'on développe pas assez, c'est sur les ballons très longs dans le dos de la défense. Il a une pointe de vitesse qui permet d'éviter quand même la plupart des contres. Donc moi je suis assez confiant et content de son match à Lens. Donc voilà, moi Balerdi pour moi c'est pas un sujet, même si je sais que pour beaucoup ça l'est. Pour moi non. Voilà, donc si vous voulez parler de ça, on peut en parler. C'est vrai que de mettre Højbjerg ou Rongier, peut-être ça le déchargerait ça le déchargerait peut-être de quelque chose. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas cette nécessité et que le problème, c'est pas Balerdi. Voilà, de nos problèmes récurrents, au Vélodrome notamment. Oui, il est excellent, Charlie Balerdi contre Lens. Je changerai pas mon avis. Fautif sur le but, peut-être un peu fautif, mais tu sais, il touche tellement de ballons dans ce système de Zerbi que oui, il peut rater une relance par-ci par-là. Évidemment, après, entre la relance qui rate un peu, effectivement, et le but, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Donc, pour moi,
Pour moi, non. Voilà. Et si tu lui enlèves le brassard, tu peux le perdre aussi, hein, Jérôme, parce que tu as raison. Pour moi, et Loïc a bien résumé. Balerdi a surtout besoin d'un joueur à côté de lui. Et juste, je rajoute Moineau qui me dit Rongier est beaucoup trop gentil. Non, Rongier, c'est un bon capitaine. Ça, je suis pas d'accord avec toi. Rongier, c'est un gars qui est apprécié de toute l'équipe, qui s'exprime très bien, qui peut très bien avoir ce discours-là avec les arbitres. Après, qu'est-ce que tu veux faire une fois qu'un carton rouge est donné? Ça sert à rien d'aller gueuler. Donc, de toute façon, un bon capitaine, c'est pas forcément un gars qui va parler aux arbitres. Voilà. Donc, lorsque Pogba sera là, est-ce que Rongier sera en défense centrale? Pogba, les gars, faut pas s'enflammer. Hein, vraiment, je suis pas persuadé. Ah, salut Zek Gaming, c'est toi Jean-Antoine. Ben écoute, avec plaisir, merci d'être là encore ce matin. Voilà, donc pour moi, le brassard n'est pas un sujet. Le brassard de Balerdi n'est pas un sujet. Voilà, donc, mais c'est mon avis. Oh, JC, qui s'abonne, 32 mois d'abonnement. Merci à toi, JC, qu'on a l'habitude de voir sur certains matchs de l'Olympique de Marseille avec nous. Merci d'être là. Harit ou Koné peuvent-ils revenir d'ici la fin d'année? Oui, oui, ils peuvent revenir. Koné était là d'ailleurs sur le déplacement à Lens. Il n'a pas été choisi. C'est Nadir qui rentre, par exemple, en fin de match. Une grosse surprise pour moi. Harit peut revenir. Bien sûr qu'il peut revenir. S'il est remis de sa gêne au mollet, il pourrait rejouer évidemment d'ici la fin de l'année. Mais c'est pas une nécessité absolue. On l'a vu à Lens, on est capable de jouer sans lui. GG résume en disant notre problème numéro 1 c'est la défense. Je suis assez d'accord. Hein. On a quand même à l'extérieur en tout cas une statistique que je trouve incroyable, c'est qu'en 7 matchs on a mis 21 buts, ce qui fait 3 buts de moyenne à l'extérieur, ce qui est extraordinaire, c'est monumental et je pense qu'on n'en parle pas assez. Voilà, Nadir fait une bonne entrée, bien sûr, je suis d'accord. Ce que je disais, tiens, je vais en reparler parce que souvent j'ai été dur avec ce joueur. Je vais l'être encore. Je vais en parler de ça aussi, Lagdar, même si j'en ai déjà parlé hier. Nadir fait une entrée très cohérente, il est dans le tempo, aucun problème pour moi. Et il est, alors déjà je vais parler du joueur, je le trouve pas exceptionnel, je pense que c'est un joueur de Ligue 2 plus, qui a pas des qualités folles à 21 ans. On n'est pas sur Magnès Akliouche, quoi, clairement. Mais il est sympathique, voilà. Et il a l'avantage que quand tu fais rentrer Nadir, c'est pas comme quand tu fais rentrer Sternal. Sternal a 17 ans, il est tout petit, il faut encore qu'il progresse physiquement, etc. Nadir, il est prêt. Il est prêt physiquement, il est prêt pour ces joutes-là. Il a le niveau athlétique pour rentrer dans ce match-là. Donc, je trouve que c'est cohérent plutôt de choisir Nadir plutôt qu'un Kélian Abdallah, par exemple, pour rentrer à Lens. Donc sur ça, je suis d'accord, et sur la mentalité aussi, l'Olive, effectivement. Après, sur la qualité du joueur, bon, moi je le trouve vraiment pas exceptionnel. Mais ça, c'est autre chose. Erin Galland, salut Romain, est-ce que tu vois la patte de Zerbi? Oui, par séquence. Par séquence, je suis le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps à Lens. On a des sorties de balles, des circuits qui sont très intéressants. Donc oui, moi oui, je la vois. Le fait que Rongier et Luis Enrique, sur les actions où ils marquent les buts, se retrouvent dans la surface à ces moments-là, c'est le piston droit et le milieu défensif. On est sur quelque chose qui est pas anodin. Maintenant, est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est perfectible? Je le pense. Est-ce que Lirola apte, tu le mets titulaire dans ton 3-5-2? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Lirola c'est meilleur qu'Enrique. Hein. J'ai eu beau donner mon avis sur Enrique hier. Je ne trouve pas Lirola exceptionnel non plus. Donc, ne me dérange pas qu'il y ait plutôt Luis Enrique. Donc voilà. L'OM a été super de bout en bout à Lens. Non, je suis pas d'accord. BMSC, la première mi-temps est vraiment pas bonne. Dans l'attitude, en tout cas, oui. Ça, c'est vrai. Mais bon... Tu partirais sur quel système contre Monaco? C'est une vraie question. C'est une vraie bonne question. Parce que Monaco, c'est un 4-2-3-1 très clair, très net. Souvent avec Golovin, Akliouche, Ben Seguir et un avançante, souvent un Bolo. Ça peut aussi être une variante avec Minamino qui joue derrière l'attaquant en 9,5. Il y a deux options. Soit tu pars dans la même idée qu'à Lens en étant un peu plus costaud, en levant un joueur offensif pour se permettre d'avoir un joueur défensif de plus. Soit tu essayes d'imposer quelque chose au Vélodrome. Donc non, Nico Nadir, c'est 2026 le contrat. Hein. Voilà. Donc il n'est pas en fin de contrat.
Euh, Laissons-lui du temps. Tiens, je vais lire aussi vos messages parce que je ne détiens pas la vérité absolue. Laissons-lui du temps à Nadir. Non seulement il revient des croisés, en plus il est jeune et a une marge de progression. N'est pas un avis définitif sur un joueur une nouvelle fois. J'ai pas dit que c'était définitif. Je donne mon avis du moment. Moi, Nadir, l'année dernière, on l'a fait jouer 4 fois ou 5 fois, notamment au mois de janvier où il a été titularisé. J'ai rien vu. Voilà, il a quelques qualités. Pour moi, c'est très insuffisant pour jouer à l'OM. C'est mon avis du moment. Évidemment, si Bilal Nadir explose et devient un crack et tout, je vous dirai pas qu'il est nul. Je suis pas bête. Et je vous dis pas qu'il est nul d'ailleurs. Je dis que c'est un bon petit joueur, sympathique, voilà, pour compléter un groupe, c'est très bien. Mais je ne le vois pas meilleur que ça. C'est tout ce que je dis. Après, évidemment, on est content qu'il ait fait cette belle entrée et son retour des croisés, ça fait franchement plaisir pour lui, humainement. Et d'ailleurs, je salue l'OM là-dessus parce que non, Nadir excellent, on n'exagère pas, Nas Domino, non. Bon. Pourquoi tu dis Ligue 2? Il aurait sa place dans un petit club de Ligue 1 quand même. Oui, c'est ce que je dis, Ligue 2+. Je veux dire, à Saint-Etienne, il peut jouer, bien sûr. Bien sûr, non, mais je suis d'accord avec ça, Sauna. Il a fait une vraie rentrée intéressante. Oui, Kotazo, oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce que je dis. Je trouve qu'il est plus apte pour rentrer dans ces matchs-là que les jeunes Sternal, Bakola et Abdallah, qui sont peut-être un petit peu jeunes. Voilà, il avait dépanné pendant la CAN avant sa blessure. Oui, il avait dépanné, mais il n'avait pas, il m'avait pas fait grimper au rideau. Voilà. Mais l'avenir nous le dira. J'espère me tromper, mais je pense qu'à 21 ans, soit t'as percé, soit t'as pas percé, et il a pas encore percé. Donc, mais par contre, c'est très bien. Par contre, la confiance qu'il a acquis, c'est très bien. Et je suis d'accord avec aucun de sort. Peut-être qu'on pourrait le prêter cet hiver. Je pense que ça peut être une très bonne idée, oui. Je pense que ça peut être une très bonne idée. Une trajectoire à la Targaline. Peut-être, effectivement. On va lancer dans 5 minutes le numéro de téléphone, Marine, hein, pour les appels. Je vais juste continuer à prendre quelques questions. J'ai parlé déjà de Zek Gaming, du stage, la mentalité des joueurs. Je vois pas le problème de mentalité. Je pense que c'est la peur. Je pense pas que les joueurs aient pas l'envie de faire bien. Je pense juste qu'ils ont peur. Donc voilà. Et puis, on vous avait parlé de l'arbitrage. Pourquoi ce duo d'arbitres? C'est parce que déjà, Turpin, c'est le meilleur arbitre de Ligue 1, à mon avis. Je sais que c'est une opinion impopulaire. Pour moi, c'est le meilleur. Au niveau des dingueries Turpin, il y en a eu dans les années 2010 au Parc des Princes notamment. Il y en a eu d'autres évidemment. Et puis il y a celle à Lens où il accorde le but de Sanchez avant de revenir avec la VAR, que la VAR le fasse revenir dessus. Mais sinon, je le répète, pour moi Turpin n'est pas un mauvais arbitre et ne nous carre pas régulièrement. On a cette image. Moi, j'ai souvenir de beaucoup de matchs arbitrés par Turpin, par exemple un 3-0 qu'on met à Rennes, voilà, des trucs comme ça. Donc je suis pas. Moi, ça m'inquiète pas. C'est plus Pignard à la VAR. J'ai un peu de mal avec Pignard. Je trouve que souvent il y a des dingueries, quoi. Alors je dis pas qu'il est. Oui, Moineau. Tiens, reste dans le chat et dis-moi qui est meilleur que Turpin en Ligue 1, un meilleur arbitre. Vas-y, j'attends, Moineau. Vraiment, hein, je suis très sérieux, parce que c'est facile de dire n'importe quoi. Non, mais dis-moi. Turpin, c'est un voleur comme Pignard. Non, j'irai pas jusqu'à dire ça. Déjà, je pense pas que Pignard soit un voleur non plus. Je pense juste qu'il est un peu moins bon et qu'il fait quelques dingueries. Voilà. La cousine, non, elle est nulle, Stéphanie Frappard, Nico. Nulle. Et puis, la cousine, excusez-moi, hein, je me souviens d'un match à Clermont où il y a un attentat sur Gigot, il y a même pas carton jaune. Ouais, elle est sympathique, la cousine, mais non. Mais ça, c'est l'avis de Romain Canucci, je respecte totalement, mais il délire complet. Puis Frappard avait quand même mis un rouge à paillettes au bout de quelques minutes de jeu pour une petite semelle, je sais plus sur quel joueur de Lyon, donc... Non, pour moi, Frappard, c'est vraiment faible. Turpin, c'est seulement 16% de victoire quand l'OM joue. Je vais t'expliquer cette stat, Charlie. Elle est vraie. Je sais pas si c'est 16 ou quoi, mais c'est un truc comme ça. Parce il arbitre que les gros matchs. Et que dans les gros matchs, depuis 15 ans, on est nul. Tous les matchs contre Lyon, contre Paris, Lyon, ça va mieux, mais tous les très gros matchs, on est nul. On est vraiment nul. Donc, évidemment, que les stats de Turpin sont pas bonnes, mais il n'arbitre jamais les matchs entre guillemets faciles, les OM Toulouse, les trucs comme ça. Voilà, donc Buquet, il a pris sa retraite, Chrysoran. Hein.
Donc Buquet, voilà. Frappard est plus honnête que Turpin. C'est votre avis, moi je la trouve nulle, Stéphanie Frappard. Il n'y a rien de misogyne là-dedans. Je trouve qu'elle n'a pas le niveau pour arbitrer en Ligue 1. Et que, au contraire, du coup, tant mieux pour elle, mais elle profite aussi de son statut de femme pour avoir accès à des matchs, comme des matchs européens notamment, qu'elle n'aurait pas accès si c'était juste un homme, en fait. Donc voilà, c'est un peu polémique ce que je dis là, mais je le pense très sincèrement. Gaël Angoula, alors Gaël Angoula, déjà ici, c'est pas mal. Effectivement, c'est un arbitre qui progresse, un ancien boucher de nos championnats français, un très très bon défenseur des coupeurs. Mais oui, pas mal Gaël Angoula. Après, j'ai souvenir de quelques dingueries aussi, pas avec nous, de Gaël Angoula. Mais Gaël Angoula a pas beaucoup arbitré l'OM. Buquet était meilleur. Non, mais j'aimais bien Buquet. Oui, c'est vrai, c'était un bon arbitre. J'ai rien contre ton analyse, mon cher Chrysoran. Millau est correct. Oui, Millau est correct. Je suis d'accord. Oui, c'est de bons arbitres. Le Texier, il est bon. Oui, le Texier, il est bon aussi. Il y a pas de, même si le Texier, là, je vais pas vous dire qu'il est bon parce qu'il nous a mis une très très belle carotte sur le dernier match. Mais bon. Colina était considéré, c'est Sylvoem qui me dit ça, comme le meilleur arbitre du monde pendant des années. Cela n'a pas empêché de nous carrer. Vous avez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran si vous voulez appeler pour me dire que je dis n'importe quoi. Charlie Turpin, désolé, mais il ne fait pas preuve de pédagogie en Ligue 1. Alors qu'en LDC, il redescend le melon car il sait que s'il garde cette attitude à l'échelle européenne, il sortirait du game romain. Absolument. Il est très hautain en Ligue 1 et presque insupportable. Malgré tout, je considère que c'est un bon arbitre de notre championnat, même peut-être le meilleur à mon sens. Mais je peux me tromper, mais c'est mon avis qui reste impopulaire, je le sais. Voilà, après, vous m'avez pas sorti beaucoup de meilleurs arbitres. Delageau, il est sympa. Frappard est méritante. Alors oui, GG sur ça. Frappard est ultra méritante. Je trouve que faut avoir du courage pour faire certaines choses qu'elle fait. Elle est très courageuse et elle a beaucoup de mérite. Après, au niveau de la qualité de son arbitrage, de ses prises de décision, je ne trouve pas qu'elle ait le niveau requis pour arbitrer un 8e de finale de Ligue des Champions, par exemple. GG, c'est tout ce que je dis. Mais évidemment qu'elle est méritante, qu'elle a ouvert la voie à certaines choses absolument magnifiques. J'ai aucun problème là-dessus. Maintenant, je considère qu'il faut la juger comme les autres. C'est pas parce que c'est une femme qu'il faut tout lui laisser passer non plus. Pour moi, et je le sais, même si Romain Canucci l'adore, pour moi, elle est pas extraordinaire. Voilà. Les arbitres français sont éclatés au sol. Oui, mais tu fais le débat dans tous les pays. John du Sud, tous les pays te diront que les arbitres sont éclatés au sol. Voilà, tu vas voir les Espagnols, ils sont en folie sur l'arbitrage. Les Anglais, n'en parlons pas. Monsieur Oliver qui fait une erreur par match. Voilà, il y a de ça dans tous les pays. Bastien de Chépi. Alors honnêtement, Bastien de Chépi, j'ai pas d'avis. Florent Bata, pourquoi il arbitre jamais l'OM? Je crois qu'il est de la Ligue, il est de chez nous en fait. Donc c'est peut-être pour ça. 19e mois d'abonnement pour Nick 1383. Merci à toi. Et puis on a Samuel qui est en ligne, je vais le prendre tout de suite. Salut Samuel. Salut Romain, ça va? Bonjour, comment ça va? Ouais, un peu malade. Hein? Un peu malade, mais ça va. Je suis un peu malade, mais ça va. Malade? Ah bah écoute, ça te permet de regarder l'émission tranquillement. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? En fait, j'avais envie de parler un peu un peu de De Zerbi et de cette tactique qu'il a, tu sais, la sortie de balle à partir du gardien qu'il a. Ouais. La dernière fois, on en avait parlé déjà ensemble, je sais pas si tu te rappelles. Oui, tout à fait, bien sûr, je me rappelle que tu es intervenu, mais qu'est-ce que tu veux nous dire du coup sur la sortie de balle? J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça parce que ça marche pas du tout, mais vraiment pas du tout. On perd beaucoup de ballons et je trouve que quand on est en difficulté, on insiste encore une fois sur cette passe horizontale, tu sais, de notre gardien envers Mopé. Et Mopé, il gagne contre Lens par exemple, il a pas gagné beaucoup de ballons dans cette ligne de passe là et on prend les vagues en fait. À chaque fois, on prend des vagues, et ça se voit que c'est des consignes fermes et claires de la part de Zerbi parce que les joueurs, ils insistent beaucoup sur cette passe-là. Et je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que
je trouve que De Zerbi, il a un peu le syndrome des nouveaux coachs, là, tu sais, un peu modernes, où ils ont une idée, ils lâchent pas le morceau, ils veulent continuer en cet été-là, ils s'entêtent à faire ce truc-là, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent marquer de leur empreinte, entre guillemets, pas l'histoire, mais l'identité de l'équipe, tu vois, pour qu'on dise, pour que les gens disent, oui, voilà, l'OM joue de cette façon-là parce qu'il y a cet entraîneur-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Alors qu'on voit bien très sûr. bien que ça Alors, marche pas, on est en difficulté, on est en difficulté avec cette passe-là. Mais, alors tu vas me dire peut-être que je m'entête sur ça, etc. Mais je trouve que ça ne réussit absolument pas du tout. Ça nous dessert même énormément. Et je comprends pas pourquoi il pète un cap dessus. Il continue comme ça, tu vois, à continuer à dire aux joueurs de jouer de cette manière. Alors, deux choses. Déjà, sur la passe claquée sur l'avant-centre, effectivement, je suis pas convaincu que Ewayi et Mopé aient forcément toutes les qualités pour réussir à conserver ces ballons-là. On l'a vu face à des Danso, face à des Palois, même si contre Palois, il s'en est bien sorti. Des joueurs très athlétiques, ils ont beaucoup de mal. Donc, je suis plutôt d'accord avec cette passe-là qui part soit du défenseur, soit de Roulier, effectivement, vers l'avant-centre. Pour le reste, sur les relances courtes, je suis pas forcément d'accord. J'ai deux choses avec ce que tu as dit, je suis pas forcément d'accord. Les relances courtes, elles nous permettent aussi, sur le premier but à Lens, de casser une ligne défensive et puis d'aller ensuite marquer un but très joli en trois passes, notamment à l'extérieur, ça fonctionne plutôt bien. Et puis sur De Zerbi, oui, c'est un coach qui a une idée. Je pense que il considère que l'OM, quand il l'entraîne, il ne sait, enfin, je vais pas dire il sait faire que ça, mais il voit ce moyen pour gagner les matchs. Je pense pas qu'il se dit, quitte à perdre, je veux qu'on dise que j'ai joué bien, etc., etc. Non, je pense que De Zerbi est persuadé que la meilleure façon de gagner, c'est que à un moment donné, son équipe adopte tous ses préceptes. Alors évidemment, ça fait partie des coachs philosophes et des coachs qui veulent inculquer leur identité philosophique de jeu à leur équipe. Ça me dérange pas. Je veux dire, on a très très bien vu aussi l'identité, par exemple, de Tudor, qui nous a permis de gagner contre le PSG. Par exemple, parce que toute l'année tu joues comme ça, qui nous a permis de mettre 3-0 à Nice à la 5e journée et de les écrabouiller. Il y a plein de coachs qui ont cette identité. Sampaoli avait une identité folle. Moi, ça me dérange pas l'identité. Et puis, je vais te dire, il est à la fois, ça fait partie des coachs dogmatiques, mais il a aussi ce pragmatisme de se dire, bon, faut que je trouve un truc pour redonner un peu confiance à mon équipe et pour qu'on puisse enrayer la mauvaise dynamique. La titularisation de Rongier, pour moi, est un signal très fort parce que c'est dire, je renonce à certaines choses. Je renonce au fait d'avoir un numéro 10. Non, attends, je finis. Je renonce au fait d'avoir un numéro 10. Je renonce à mettre Koné, qui peut être beaucoup plus offensif et nous apporter plus. Je renonce à mettre Jonathan Rowe dans ce match à Lens, parce que même s'il est déstabilisant, qui peut nous marquer des buts, j'ai besoin d'une assise un peu plus solide. Je trouve que pour un coach dogmatique, il est quand même très pragmatique et qu'il essaye d'enrayer la mauvaise dynamique. Je t'écoute. Alors, je suis d'accord qu'il change plutôt... Enfin, il se remet plus en question que les Tudors, etc. Mais il a mis combien de temps pour mettre Rongier dans cette équipe? Il s'est entêté combien de temps avec ce système de jeu où on mettait, où il y avait Greenwood sur un côté, Rowe ou Henrique de l'autre, où nos latéraux à nous, leur point faible c'était la défense, donc ils défendaient pas. Les deux joueurs offensifs sur les côtés défendaient pas non plus. Du coup, on avait contre Auxerre. Hein. Contre Auxerre, on a pris des vagues, mais c'était hallucinant. Une équipe de bas de tableau de Ligue 1 qui nous terrorisait en contre-attaque parce que en fait on jouait à 50 mètres des buts, 50 mètres de le but, et il y a personne qui défendait le couloir. Donc forcément on se prenait vague sur vague, et je trouve que il a changé d'avis quand il était vraiment au bord de la falaise. Hein. Vraiment, quand il a vu que là c'était le feu, qu'il y avait vraiment plus le choix. Pardon? Non, je comprends ce que tu dis. Je suis plutôt d'accord sur le match d'Auxerre. Hein, t'as raison. Après, Rongier, je vais être honnête avec toi. Pour moi, c'était pas une évidence.
Rongier, je l'ai vu contre Nice, j'avais l'impression qu'il n'était pas au niveau athlétique et au niveau technique de ce type de match-là. Donc moi, Rongier ne m'a pas sauté aux yeux. Par contre, quand je l'ai vu titulaire, je me suis dit c'est une bonne idée, le relancer à ce moment-là, etc. Mais c'était pas pour moi une évidence absolue qu'il fallait mettre Rongier, tu vois. Non, pas Rongier, mais essayer de mettre en place un système qui pouvait protéger un peu plus les couloirs, tu vois. Oui, non, mais ça, bien sûr, notamment contre une équipe lensoise avec deux pistons très offensifs que sont Machado et Frankowski. T'as raison, c'est vrai qu'il fallait faire un truc. Et il l'a fait. Alors après, est-ce que ce système-là est le meilleur pour jouer au Vélodrome? Je suis pas persuadé non plus. Je sais pas. J'ai beaucoup de curiosité par rapport à ce qui va se passer dimanche. Et toi, tu vois si, admettons, là, il y a quand même des gros matchs qui arrivent. On joue Monaco, je crois qu'on joue Lens. Si je ne me trompe pas, Lens on a joué. Non, on a joué Lens, on va jouer Monaco et on joue Lille. Et ensuite, il y a une équipe un peu à notre portée Saint-Etienne. Mais je ne sais plus quelle équipe c'est. Saint-Etienne. Ouais, peut-être Saint-Etienne, voilà. Tu penses que là, sur les matchs à venir, dans le cas échéant où ça se passe très mal, parce que moi je le sens depuis le début de la saison. On connaît tous l'environnement marseillais, etc. Moi, je sens, personnellement, c'est un avis personnel, je sens que De Zerbi, il va pas faire long feu. Parce qu'en fait, c'est un entraîneur qui a besoin du temps, et en plus, il a changé beaucoup de joueurs, etc. Donc, c'est un système de jeu qui est quand même compliqué à assimiler pour plein de joueurs. En plus, on a des joueurs jeunes, beaucoup de jeunes joueurs. C'est pas comme si on avait que des Hochberg qui ont de l'expérience, de la bouteille, etc., qui vont vite pouvoir s'adapter, etc., et comprendre le système. Donc, moi, je pense que s'il y a des très mauvais résultats d'ici la fin de l'année, il y a moyen qu'il y ait le feu, quoi, tu vois. Mais moi, je ferais pas ça, je compte pas les virer, et c'est pas ce que je veux, tu vois. Mais je pense que dans la mentalité française le contexte marseillais, il va avoir chaud aux fesses s'il perd contre Monaco et s'il perd encore le match contre Lille. Et là, on se retrouverait potentiellement 6e ou 7e, et là c'est chaud, quoi. Je pense pas qu'on serait 6e ou 7e parce que le match à Saint-Etienne, à mon avis, on va le gagner. Donc, on aurait 3 points sur 9. Effectivement, on se retrouverait 4-5. Bon, maintenant qu'on a dit ça, là où tu as raison, c'est vrai que je suis pas d'accord. Je pense que, enfin, toi non plus, j'ai bien compris que c'est pas ce que tu souhaites. Ah non, moi, ce que je veux pas, c'est j'ai peur de ça, moi. Oui, on connaît, c'est vrai, le contexte marseillais. On sait que pas tous, mais beaucoup de nos supporters sont exigeants et impatients. Une victoire en 7 matchs au Vélodrome, imaginons qu'on batte ni Monaco ni Lille, effectivement, ça pourrait grincer des dents. Après, maintenant qu'on a dit ça, si après Lille, même avec une défaite, tu es toujours sur le podium, parce que ça peut arriver dans ce championnat où les autres n'avancent pas très vite non plus, il n'y aura pas la crise non plus. Enfin voilà, on aura un bilan à l'extérieur qui est assez extraordinaire, parce que qu'on le veuille ou non, 6 victoires avec 3 buts de moyenne marqués à l'extérieur, c'est quasiment du jamais vu. 6 sur 7 avec 3 buts marqués à l'extérieur de moyenne, pour moi c'est énorme. Donc voilà, moi je suis pas, je pense que c'est pas le feu. Après oui, tu peux toujours avoir une mauvaise série qui te met en difficulté, Samuel. Mais c'est tout ce qui va, c'est tout l'enjeu effectivement de ce qui nous attend. Merci en tout cas d'avoir appelé ce matin. De rien. Oui. À très vite sur le Phocéen, bise. Et puis si vous voulez vous aussi participer, vous avez le numéro qui va se rafficher. Merci à Marine de sa présence ce matin pour la réalisation de l'émission. Non, mais là où il a raison, Samuel, je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qu'il a dit, j'ai vu dans le chat, mais là où il a raison, c'est que on sait que le Vélodrome, ça peut, à un moment donné, si tu bats pas Monaco, si tu bats pas Lille, si t'es pas bon dans ces matchs, parce que c'est différent, tu peux perdre en étant très bon et ça peut passer. Mais si t'es encore une fois 2 fois pas bon, c'est vrai qu'il peut y avoir un contexte un peu délicat, en espérant que le match de Coupe de France, ça soit à la maison, parce que je vous rappelle qu'après le match de Lille, on part pas tout de suite en vacances de Noël. Il y a la Coupe de France avec la réception ou le déplacement d'une équipe en 32e de finale. Voilà, donc effectivement,
on est sur ce truc-là d'une petite tension. Mais quelque part, le match de Monaco m'inquiète pas énormément parce que je pense que Monaco a le profil d'équipe pour venir jouer, peut-être pour ouvrir, peut-être pour faire un 2-2. Donc, je suis pas. Est-ce que je signe pour un nul contre Monaco? Non, pas forcément. Non, je crois pas. On va voir ce qu'il en pense, Isma, puisqu'il est au hôtel avec nous. Isma, c'est ton prénom ou c'est un surnom, cher ami? C'est mon prénom. Ben, salut Isma, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis dans le commerce, donc je travaille chez Orange. Ouais. Très bien. Justement, qu'est-ce que tu répondrais à la question qu'on vient de me poser? Est-ce qu'un nul, tu signes, avant de t'entendre sur un sujet peut-être plus long, le résultat, tu signerais contre Monaco pour un nul? Oui, je signerai pour un nul pour deux raisons. La première, c'est que on serait un statu quo avec eux au niveau des points. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est quand même c'est costaud Monaco. C'est quand même une équipe qui joue la Ligue des Champions et qui est bien placée à ce niveau-là. Donc je pense que ça peut être pas mal de faire un nul, surtout au Vélodrome avec les résultats actuels. C'est vrai que le danger qui nous guette, ce serait qu'il nous arrive la même chose qui est arrivé à Lens. C'est-à-dire qu'avant le match, ils étaient à 3 points et maintenant, il y a l'impression qu'il y a un gouffre, ils sont à 6. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? Il y a un sujet que tu voulais aborder plus précisément? Oui, j'en ai deux. Le premier, c'est sur Bamo Meïté. Parce que j'estime que Bamo Meïté est quand même un meilleur défenseur que Murillo. Et je comprends pas pourquoi il n'ait pas de temps de jeu par rapport à ce début de saison au niveau du 11 de départ. Est-ce que on aurait mis Bamo Meïté ce samedi à Lens? Est-ce que ça serait il aurait mieux ou fait aussi bien que Murillo ou pas? C'est la première question par rapport à mon intervention aujourd'hui. Écoute, c'est très bonne réflexion. Je n'ai pas la réponse. Le seul truc que je vois dans l'utilisation de Murillo, c'est qu'effectivement, sous pression, c'est un gars qui est capable de sortir très proprement le ballon. Je ne vois pas des qualités énormes en tant que défenseur central, mais comme il l'avait d'ailleurs fait contre Benfica pour son retour l'année dernière, je ne sais pas si tu te rappelles au Stade Vélodrome, je l'avais trouvé extraordinaire. Il revenait de blessure, il était rentré un peu sur une jambe et il avait fait un match de papa derrière. Mais non, mais moi, je trouve que ça me gêne pas parce que Murillo, je comprends. C'est-à-dire que tu vois, il y a beaucoup de sorties de balles courtes. On en parlait tout à l'heure avec Samuel, des ballons un peu chauds où t'es pressé. Je trouve qu'il les a quand même plutôt bonifiés. Après, il y a pas de dinguerie, que ça soit défensive, de dinguerie offensive, de trucs qui te fait dire waouh Murillo. Mais il est pas gênant, quoi. Et le problème, c'est que Meïté, je pense que De Zerbi n'a pas trop confiance justement en ses qualités de sortie de balle. Donc c'est ce qui fait qu'il est derrière en termes de hiérarchie. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que c'est temporaire ou permanent? Ça va être à Meïté s'il a un jour une opportunité de jouer, de montrer qu'il a cette capacité-là. Au match amicaux de début de saison, pour ce que j'en ai vu, c'est vrai que c'était un peu compliqué dans ce domaine-là. Donc peut-être que c'est ça aussi qui a décidé De Zerbi. Mais il mérite en tout cas d'avoir sa chance. Ça, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Oui, c'est exactement ce que je pense, parce que malheureusement aujourd'hui, il n'a pas du tout eu de temps de jeu cette saison. On ne sait pas si il aurait pu faire aussi bien ou mieux que Murillo. Surtout aujourd'hui, on a des gros problèmes au niveau des latéraux. Donc, je pense que ça serait peut-être une solution un peu à la Jules Koundé, mais beaucoup moins performant. Attention, Ouais. Mesure gardée. Mais sur le côté droit, je pense qu'il ne ferait pas tâche, malgré ces petites errances au niveau des relances. Ouais, après regarde, la solution à la Jules Koundé, je me permets d'aller contre ce que tu dis. La solution à la Jules Koundé, c'est ce qu'on a essayé avec Brassier 2 fois cette saison, de le mettre arrière gauche. C'est dur. Donc tu vois, un mec qui a pas, non mais c'est vrai, un mec qui a pas forcément la capacité de jouer vraiment latéral dans certains systèmes, c'est quand même difficile d'envisager. Enfin moi ça me paraît difficile, mais bon, honnêtement je serais plus pour un départ de Meïté cet hiver parce qu'il a une valeur marchande, donc c'est un peu pragmatique, même si j'aime beaucoup le joueur, pour qu'on aille recruter pourquoi pas un joueur plus adapté, mais c'est dur pour lui parce que c'est vrai que il a jamais vraiment eu sa chance de s'imposer à l'Olympique de Marseille. Mais bon,
C'est comme ça. Hein. Après, ça peut bouger. On sait jamais. Tu sais, il y a un match de coupe qui va se profiler fin décembre. Je pense qu'il pourrait avoir sa chance. Voilà. Donc, c'est pas interdit, mais c'est compliqué. Et ton deuxième sujet, c'était quoi, Isma? C'était par rapport aux petits jeunes du centre de formation. En fait, aujourd'hui, on a vu que Bilal Nadir est rentré. Bon, il a apporté quand même un petit coup franc pour Heuberg. Ouais, tout à fait. Est-ce que pour les autres, Sternal, Abdallah, le Gaël Lafont, est-ce que ça serait pas un tâche de leur donner un petit quart d'heure à chaque fois, de temps en temps, comme pour Bilal Nadir ce samedi? Moi, je trouve qu'ils sont pas assez utilisés. On donne beaucoup de temps de jeu à des joueurs qui rentrent et qui n'apportent pas grand-chose. Hein. On l'a vu avec Koné, par exemple, quand il rentre dans un match. Est-ce que les jeunes du centre de formation n'apporteraient pas plus qu'un joueur confirmé, en fait? C'est une bonne question. Alors, ils ont 17 ans. Il faut quand même le remettre dans le contexte. Ça soit Bakola, il a même pas 17 ans encore, je crois, Bakola. Sternal, Abdallah, il a 17 ans aussi. Est-ce que ces joueurs, moi la question, alors j'ai dit tout à l'heure, Nadir, je le trouve plus prêt pour rentrer dans ces matchs, plus apte physiquement, athlétiquement à jouer ces matchs-là. Est-ce que dans notre équipe, on a un Ayoub Boadi, tu sais, le milieu de Lille que je trouve très bon, mais qui a les qualités athlétiques et techniques pour jouer déjà à 17 ans en Ligue 1. Est-ce qu'on a un Warren Zaïre-Emery? Est-ce qu'on a je sais pas, dans les autres clubs, Akliouche à 22 ans, par exemple. Il a mis du temps avant de jouer, tu vois. Akliouche, il commence vraiment à jouer à 20 ans. Donc, en fait, c'est 3 ans plus tard que Sternal, par exemple. Donc, est-ce que, justement, ces jeunes-là sont pas trop vite, trop tôt, dans le coup? Et puis, ils souffrent d'un truc, mais ça, je le dis souvent. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Isma. Ils souffrent aussi du fait qu'on a que le championnat à jouer. Si tu avais la Conference League, là, demain, bien sûr que Bakola, Lafont, Sternal, il y aurait une titularisation de temps en temps pour aller, je sais pas moi, pour aller jouer à Chypre. Peut-être que tu débutes avec Kélian Abdallah à droite. Le truc, c'est que il y a pas ces matchs et que tu vois, tout à l'heure on disait c'est peut-être la crise si on perd ce match, si on perd ci, si on perd ça. Mais c'est vrai, tous les matchs, tous les points maintenant sont importants. Donc t'as pas la possibilité de vraiment leur donner cette chance. Et encore une fois, Abdallah est rentré à Brest, Sternal aussi. Sternal est re-rentré, je crois, dans un match, je crois que c'était contre Strasbourg. Ils n'ont pas montré des trucs extraordinaires. Même si c'était qu'un quart d'heure ou 20 minutes de jeu, pour moi, ils ont encore un petit décalage physique et athlétique. Là où Nadir, qui lui a 21 ans, je le répète, a montré quand même des choses intéressantes, mais plutôt logiques puisqu'il est en capacité athlétique de le faire. D'accord, oui. Donc, oui, effectivement, par rapport à ça, je suis d'accord avec toi pour les petits jeunes du centre de formation, mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on fait rentrer des joueurs qu'on a payés très très cher et qui n'apportent pas mieux que des petits jeunes de 17 ans, en fait. Ça, c'est vrai. C'est ça qui me dérange plus que le fond du problème. Et, je comprends, mais tout à l'heure, tu me citais... quelques millions d'euros, l'Olympique de Marseille, c'est pas donné, et il nous apporte pas une valeur ajoutée par rapport à un petit jeune comme Sternal qui rentre dans le cours d'un match. Oui, c'est vrai, mais un gars comme Koné, tout le monde y croit au club. Donc, si tu veux, De Zerbi l'a choisi. Avec Benatia et avec Rossi et Longoria, ils l'ont choisi. C'est-à-dire qu'ils ont dit ce gars-là, je le veux parce que je sais qu'il va s'adapter à mon système, etc. Donc est-ce que De Zerbi, il a pas quand même plus envie de donner de la chance à Koné, de lui dire vas-y Mino, c'est bien, on croit en toi parce qu'on t'a choisi, plutôt qu'un jeune de 16 ans, parce que par exemple on peut penser à Bakola dans ce registre-là, qui a peut-être plus le temps d'apprendre au contact des pros, etc. Pour moi, c'est logique que ça soit Koné qui rentre dans cette dynamique-là. Après, si en février Koné a encore fait 6 entrées dégueulasses, je pense que le débat sera différent. Mais pour l'instant, c'est une recrue. Il a pas encore eu, il a eu 2 ou 3 titularisations, mais pour l'instant, il n'a pas encore eu totalement sa chance. Et je pense que Koné, au club, on y croit beaucoup. On a investi 12 millions d'euros dessus. Et c'est compliqué de pas lui donner cette confiance. Alors, est-ce que de temps en temps,
tu pourrais avoir Bakola qui rentre plutôt que Koné. Bien sûr, regarde, c'est ce qu'on a fait avec Nadir. L'entrée à Lens, normalement, c'est pour Koné. Dans ce registre-là, pour remplacer Rabiot, puisque Rabiot est reculé d'un cran à ce moment-là, c'est plutôt pour Koné à la base. Mais c'est Nadir. Donc tu vois, il donne un peu la chance quand même au produit. Sternal a eu quand même 2 entrées. Il a joué 2 fois un quart d'heure en 12 matchs. Donc c'est pas rien. Voilà. Oui, effectivement, il fait avec le groupe pro plutôt à des joueurs un peu plus confirmés, qui ont un peu plus d'expérience dans le haut niveau que des joueurs qui sortent du centre de formation. Oui. Comprendre, oui. Mais tu vois, je vais aller plus loin, je vais te dire un truc. Sampaoli, Tudor, Villas-Boas. Est-ce qu'il y en a un seul qui, s'il avait eu que 12 matchs à jouer, aurait donné 30 minutes de temps de jeu en 2 matchs à Sternal? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que les autres l'auraient fait. Donc, à l'OM, c'est très dur de lancer un jeune. Il faut vraiment qu'il soit très très fort pour s'imposer, en tout cas comme une évidence. Alors Sternal est très très fort, mais Sternal a un problème d'athlétisme quelque part. Je trouve qu'il est pas prêt. Il explose au contact. Il est un peu léger pour jouer en Ligue 1 pour l'instant. Ça veut pas dire que dans un an il sera pas prêt. Je trouve que c'est un peu léger. Et puis Gaël Lafont, vous m'en parlez dans le chat. Effectivement, lui physiquement c'est pas un problème. Je pense juste qu'il est moins fort que Koné, que les mecs qu'on a cités. Donc voilà pourquoi on en est là. AVB l'avait fait avec Ake. On a vu, Silvo M. Ake, il avait pas trop eu le choix non plus parce qu'il n'y avait pas un effectif de fou cette année-là. Et on a vu, Ake, je crois que c'est 30 matchs à l'OM, 0 but, 0 passe décisive. Pourtant, c'est un attaquant. Donc bon, Marley Ake, c'était pas une grande réussite non plus. Bref, merci Isma d'avoir appelé. Je vais écourter pour qu'on puisse prendre un dernier appel. Et on va continuer la discussion tous ensemble. Merci beaucoup Isma. Il a été coupé, mais merci en tout cas de sa présence ce matin. Romain, tu préfères signer Pogba ou 2 bons latéraux? Je préfère signer Pogba tous les jours. Pogba, si tu me dis on fait Pogba, on recrute pas l'été prochain, je prends Pogba. Si tu me dis Pogba, il faut se séparer de 10 joueurs, je prends Pogba. Je sais pas comment vous faire comprendre que Pogba, c'est une classe incroyable par rapport à l'équipe qu'on a. Je veux dire, on fait des débats sur Lirola, sur Luis Enrique, sur Brassier. Oh, Paul Pogba, les gars. Je sais pas. Paul Pogba qui en plus n'a pas 36 ans. Paul Pogba, si je ne m'abuse, 31 ans. Voilà, donc pour moi il y a 0 débat. Si Pogba il vient, c'est incroyable. Voilà. Même s'il est moins fort ces dernières saisons, etc., qu'il n'a pas joué, nanani nanana, il n'y a pas de débat. Pogba tous les jours. Ah oui, je suis très sérieux. Oui. Ah oui, les gars. Je crois qu'à un moment donné, on réalise pas le joueur dont on parle. C'est tellement... Pogba, tu le mets à 30 mètres, tu lui dis déclenche une frappe, ça va être beaucoup plus efficace que beaucoup de joueurs de l'effectif. Il sait tout faire, Pogba. C'est un joueur incroyable. Donc moi, Pogba, oui, tous les jours. Voilà. J'espère que j'ai été clair en tout cas. Merci pour l'info, je l'avais pas, Moineau, sur le jour du tirage de la Coupe de France. C'est le 2 décembre, donc très bien. Merci, on a l'info. Je préfère un gros ou un petit poussé? Je préfère un petit poussé, bien sûr, Moineau. Je préfère l'équipe la plus faible. Moi, je veux jouer contre les faibles et arriver jusqu'en finale, s'il faut, sans jouer une seule Ligue 1. C'est la Coupe de France parfaite, c'est-à-dire que tu avances et puis tu fais tourner un peu ton effectif et puis tu gagnes, etc. Apparemment, c'est à 19h le tirage, Marine. Ouais, tout à fait. Écoute, on mettra peut-être en place un dispositif. Pourquoi pas un live text pour suivre le tirage en direct. Ça, c'est pas très dur à faire pour la personne qui est du soir. On va faire ça. On va en parler tous les deux hors antenne. On continue cette émission avec Jeannot qui nous rejoint. Merci Jeannot d'être là et ça sera le dernier appel de cette émission. Et on conclura avec toi. Salut Jeannot. Allô Jeannot. Allô Romain. Oui, salut. Oui mon Jeannot, ça va? Oui. Ouais, ça tranquille, va, et toi? mon poteau. J'ai plaisir de t'avoir. Plaisir partagé, qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin? Moi, tu sais, ça serait un peu pour De Zerbi. Alors, j'ai enfin vu un peu le jeu de De Zerbi à Lens, vraiment, j'ai compris bien. Et je trouve que, bon, après, chacun n'aime ou même pas. Mais je pense que tu vois qu'il s'adapte beaucoup plus sur ce qu'on dit aux adversaires. À chaque match, il nous fait un truc. Et en plus, il y a la petite dinguerie à chaque fois, la petite surprise. Et je pense qu'on va vivre ça toute l'année.
Oui, oui, bien sûr. Et il essaye de se trouver aussi la compo parfaite parce qu'il l'a pas trouvé encore, que ce soit en défense ou même au milieu et en attaque. Mais oui, oui. Puis il fait quand même culturellement De Zerbi, c'est un coach qui fait tourner. Tu regardes ses compos à Brighton, c'est très rarement le même 11. Il donne, on va dire, à 18-19 joueurs de la confiance. Donc moi, j'aime bien ça. Les joueurs clés, il les sort pas. Tu regarderas Højbjerg, Rouli, Balerdi, Greenwood, il n'y a pas de débat, c'est-à-dire il joue. C'est Rabiot aussi, bien sûr. Les autres, il fait tourner. Regarde, Quentin Merlin n'a pas joué une minute à Lens. Voilà, il a sa colonne vertébrale intouchable et je trouve ça très bien. Et puis il fait tourner, et il cherche la bonne solution. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Je pensais vraiment plus, d'après ce que tu vois, tout ce que tout le monde disait, qu'il avait vraiment son style, son jeu, toujours pareil, et plutôt que de s'adapter, mais je trouve qu'il s'adapte quand même pas mal. Bon, après, ça marche ou ça marche pas, il y a beaucoup de changements, mais je trouve qu'il s'adapte et peut-être un peu plus pragmatique que ce que je pensais, quoi. Et bon, après, on a toujours quand même la petite surprise des grands coachs, voilà. Mais voilà. Oui, mais je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc, moi je le trouve beaucoup plus pragmatique que je pensais aussi, mais je trouve que sa patte De Zerbi est beaucoup moins présente. Là, on est fin novembre, je m'attendais à ce qu'on la voie un peu plus. Voilà. Mais finalement, il contrebalance avec du pragmatisme, donc pourquoi pas. Et Charlie me dit, RDZ a compris quelque chose à l'extérieur, c'est indéniable. C'est à domicile qu'il n'a pas trouvé pour le moment. C'est exactement l'avis que je développe depuis le match à Montpellier. Voilà, donc je suis d'accord avec ton avis, Charlie. Et Pogba, toi, tiens, on va finir là-dessus, mais Pogba, si ça te plairait, tu as des réticences? Tous les jours, je vais le chercher à pied, s'il faut. Pied, assez loin quand même. Hein. Ouais, non, mais en fait, je veux dire, oui, moi je signe tous les jours, aussi bien. Là, on a 3 mois pour qu'il se mette en forme jusqu'à mars. Et après, ça serait vraiment pour l'année prochaine. On le fait signer 1 an et demi. Je pense que c'est la seule moyenne d'avoir une star comme ça, quoi, voilà. C'est ça, il faut le faire signer 2 ans et demi, même si tu peux, il faut 3 ans et demi, enfin c'est Pogba quoi. Mais oui, et puis j'ai vu un message, tu l'échangerais contre Greenwood. Ben non, le but c'est pas d'échanger, le but c'est d'ajouter des joueurs majeurs à ton équipe. Si tu peux avoir Pogba, Rabiot et Højbjerg au milieu pendant 2 ans, plus Greenwood, plus Balerdi, parce que moi je le mets dans cette catégorie, même si il y a des dingueries évidemment, plus Rouli, oui on peut voyager là. Voilà, je vais te dire Rouli aussi, ouais. Ouais, on peut voyager quoi avec ça. Donc voilà, moi tous ceux qui me disent Pogba, je sais pas, non, mais Pogba les gars, il n'y a pas de débat. Enfin, je veux dire, on est l'Olympique de Marseille, on n'est pas le Real à pouvoir cracher sur Pogba, et même s'il explose pas, il fera toujours du bien, quoi, je pense. Mais bien sûr, tu as raison mon Jeannot. Tout va bien sinon? Ouais, nickel. Et je voulais te dire, tu sais, ton pari, moi, tu l'as très très bien tenu. Mais maintenant, on préfère avoir ton vrai avis, hein, que ça marche ou que ça marche pas. Ah, c'est gentil. Il vaut mieux avoir du débat et ton avis que tenir un pari bête, quoi. Après, si on est d'accord, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais voilà, sois honnête et on s'en fout du pari. Ouais. On ne sera pas d'accord, c'est pas grave. C'est vrai que c'était un pari très con, on va le dire clairement, hein, ce truc de je parle plus de Luis Enrique s'il marque à Brest, oui non mais c'était très bête. Je vais essayer de le tenir quand même parce que voilà, mais je m'interdis pas des petites parenthèses comme celle que... Je te voyais ta langue de se retenir. je m'interdis pas évidemment de faire des parenthèses si le besoin s'en fait sentir, mais voilà. Théo qui me dit je suis en déplacement pro pas loin de Malmort, vous pensez qu'il y a moyen de les voir? Ben ça après il faut te renseigner sur place. Je pense que oui si ils sont, de toute façon ils sont pas dans un camp militaire hein. Donc si tu vas peut-être à l'hôtel où ils sont, etc., t'essayes de te renseigner. Il y a forcément un moment où peut-être ils vont aller faire une balade, un truc comme ça. Tu peux toujours, si tu es évidemment respectueux, discret, etc., tu peux arriver peut-être à avoir un contact, effectivement. Mais c'est pas le but. Je pense que le but c'est vraiment qu'ils soient en camp resserré, retranchés sur eux-mêmes. Et d'ailleurs, tu vois, j'essaye vraiment depuis hier d'avoir beaucoup d'infos là-dessus. J'en ai pas énormément. Tout ce qu'on a voulu bien me dire, et merci d'ailleurs pour ceux qui m'ont donné cette info, c'est qu'il y a 20 joueurs, que les blessés ne sont pas de la partie. J'ai pas l'info si les blessés sont les mêmes que la semaine dernière, etc. J'ai essayé d'avoir quelques petites infos supplémentaires. Voilà, moi je vous donne cette info. Il y a 20 joueurs en stage actuellement. Il y a Brassier ou pas? Tu le sais s'il y a Brassier? Et non, c'est le premier truc que j'ai demandé évidemment, mais non, j'ai pas l'info.
J'ai pas l'info. Ça me surprendrait qu'il y soit pas, pour être honnête. Voilà, je me demande s'il a pas pris vraiment les pros entre guillemets. Tu vois, de lever le petit Mimbaeng, de le laisser avec les jeunes et de prendre Brassier, tu vois, dans le groupe qui était à Lens, par exemple. Ça me surprendrait pas qu'il ait fait ça quand même. Je vois pas Parce que je pourquoi, pense à moins le que père Brassier ait fait une pas dans le dinguerie. groupe, le père Brassier. Ouais, à moins que Brassier ait fait une vraie dinguerie. Bon, il en a fait une contre Auxerre, mais un truc qui l'exclut du groupe, tu vois, dans le sens exclusion. Sinon, non, Mbemba, ça m'étonnerait qu'il y soit par contre matin. Là, pour le coup, je pense pas. Alors, voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire ce matin sur ça. Merci, Jeannot, d'avoir été avec nous. Romain. Merci beaucoup et bisous à tout le Phocéen et à Marine. Absolument, il se murmure que ce stage est une demande de Roberto De Zerbi pour sensibiliser certains joueurs qu'il aurait ciblés et qu'il ne donnerait pas satisfaction en termes de comportement et de rigueur. Non, je confirme pas ça, Charlie. Non, c'est pas ciblé sur des joueurs en particulier. Ce truc des joueurs qui ciblent, machin, ça vient d'une question à la conférence de presse sur Ismaël Koné la semaine dernière et où il a cité d'autres noms de joueurs qui sont pas les mêmes à l'entraînement et en match. Mais évidemment qu'il n'est pas satisfait totalement de tous ces joueurs. Mais Roberto De Zerbi, il l'a dit et je le crois. C'est un gars qui serait prêt à beaucoup de choses pour ses joueurs, qu'il considère comme ses enfants. Et il parle souvent, ouais, c'est comme un fils pour moi, je le défendrai jusqu'au bout, etc. Donc non, je pense pas. Et je pense que Michel Semoule a plutôt raison. C'est plutôt un truc de team building. C'est très moderne comme terme, mais c'est ça. C'est du team building. Ils vont peut-être se faire des soirées de loup-garou, des trucs comme ça, tu vois. Bien sûr, en plus de l'entraînement, mais c'est vraiment du team building. Moi, c'est ce que je ferais. Je ferais des soirées jeux de société, des soirées délire, des soirées karaoké. Voilà, j'essaierais vraiment de créer un groupe totalement avec ce groupe-là. Et voilà. Slim a remarqué la même nonchalance de Greenwood et de Rowe à l'entraînement. Alors moi, sur la nonchalance, Sylvo M, je vais finir là-dessus. Je suis embêté parce qu'il y a des joueurs qui ont l'air nonchalants, c'est dans leur ADN, tu vois. Par exemple, prenons Barcola. Parlons pas de l'OM. Barcola, tu regardes son attitude, t'as envie de le taper. Mais pourtant, il est déterminé, il fait ce qu'il faut. Mais c'est un gars qui a d'une nonchalance, en tout cas visuelle, absolue. Donc Greenwood, moi je trouve, je vais pas taper dessus. Je trouve que contre Lens, honnêtement, il a fait des vrais efforts défensifs, il a fait le taf. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà, Jonathan Rowe, c'est un joueur totalement à construire, qui est un vrai attaquant dans le sens pur du terme. C'est pas un joueur qui va faire des replis défensifs carré, cadré. C'est peut-être pour ça qu'il joue pas totalement beaucoup pour l'instant, mais il a énormément de qualité. Moi, la nonchalance d'un Wai, je suis pas d'accord. Je trouve que le gars, il est en difficulté, il est dans le dur, mais il se bat, il se donne. Donc, moi, nonchalant, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, nonchalant. C'est pas parce que tu vas marcher un peu de façon dédaigneuse, que tu vas pas sourire, que tu n'es pas impliqué. Voilà, moi c'est juste ça que je voulais dire. Nonchalant, j'aime pas ça, j'aime pas dire que quelqu'un est nonchalant. Moi ce qui m'énerve, c'est les mauvaises prestations. Par exemple, prenons Unai l'année dernière. Unai, il était pas nonchalant, il était mauvais. Voilà, donc il faut prendre dans l'ensemble. Alors il y avait des excuses, je vais pas retaper sur Unai, c'est pas le but, c'était juste pour vous expliquer que ça m'énerve beaucoup plus qu'un comportement que pourrait avoir Greenwood éventuellement. Greenwood, c'est Greenwood, c'est un très bon joueur. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Voilà. Merci les amis. Merci à le fou et la foi. 11e mois d'abonnement au dernier moment, mais ça compte. Très joli prime, bien joué. Et merci à vous. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Puis on se retrouve. Ah, pas avec moi. Non. Demain, vous aurez la chance, le bonheur, le privilège de retrouver Monsieur Slim Adeyem, évidemment, pour l'OM au café. Nous, on se retrouvera pas tout de suite, puisqu'on se retrouvera dimanche à l'occasion de la rencontre entre l'OM et l'AS Monaco, où je serai entouré par une équipe de choc pour vous faire vivre 4 heures de direct, le match commenté, etc. Vous en avez l'habitude, et vous retrouverez donc Slim demain et vendredi pour l'OM au café. Je vous souhaite évidemment une bonne journée sur le Phocéen. Restez connectés, regardez le phocéen.fr, regardez MyPhocéen, venez voir ce qui se fait. On vous met toutes les infos de l'OM, tout ce qu'il faut savoir, c'est sur le phocéen.fr. Donc venez, n'hésitez pas. Ciao les amis.